Bonsoir. Alors, je tiens quand même à préciser, avant de remercier Lucas de m'avoir sollicité pour intervenir dans cette soirée, que là, vous allez passer de personnes qui ont présenté scientifiquement et techniquement des données très intéressantes. Ils sont ceinture noire, moi je suis ceinture blanche de ce côté-là. Et donc l'intervention de ce soir, ça va être d'un point de vue de photographe évidemment, mais d'un chercheur aussi, avec comme idée centrale, comme fil rouge en fait, euh, l'idée que en recherchant des renseignements et des documents historiques, j'ai pris conscience et je me suis rendu compte qu'une part de l'histoire de ces systèmes optiques diffractifs était à reconsidérer. Voilà, donc nous allons partir un petit peu de cette idée de rencontre avec ce système diffractif. Et puis, évidemment, ce qui va aboutir, c'est ce qui s'est passé dans la rencontre avec Lucas. C'est un projet commun, co-construit. Donc, voilà, je vous invite à participer à cette discussion aussi après. Donc, il y aura trois petites parties qui vont fonctionner avec une histoire sans histoire, une histoire de la caméra obscura, puisque généralement le nom de sténopée est attaché à ce dispositif optique. Puis l'idée sera de réfléchir aussi à la part et la place des photographes dans ce système, puisqu'en tant que photographe, il est toujours intéressant de se demander quelle appropriation on peut avoir sur le plan technique et est-ce qu'il est possible de se fabriquer ses propres machines. Depuis hier soir, il a été question aussi énormément de réfléchir à la manière de pouvoir se fabriquer des instruments. Et je trouve que finalement, la réflexion là, que j'essaye de mener, elle se situe en parallèle un petit peu à celle-là. En tout cas, il y a des zones communes. Et puis enfin, il s'agira de parler de ce projet commun. Et donc, il s'agira de se demander si, au niveau photographique, les sténopés ont encore de l'avenir. Et c'est évidemment une provocation à laquelle j'ai essayé de répondre. Donc, qu'est-ce qu'un sténopé en règle générale? On parle d'un système optique diffractif, mais quand on en parle aux photographes, depuis quand même pas mal d'années, il est question de se dire que cela concerne la caméra obscura, que ça concerne le principe de la caméra obscura, que ça serait dans ce sens-là l'ancêtre des appareils photographiques et que peut devenir depuis quelques années aussi un procédé alternatif depuis l'ère numérique. Alors en fait, c'est à la fois tout ça, mais c'est surtout pas ça. C'est-à-dire que ce qui va être important là, dans la présentation que je vais vous faire, c'est de partir de l'histoire pour se rendre compte que finalement, en la remettant en cause par l'expérimentation, il était possible de pouvoir mener des projets expérimentaux et des projets créatifs assez passionnants. Donc, juste des petits repères dans l'histoire des images et dans l'histoire de la photographie. Nous rentrons dans l'ère du bicentenaire de l'invention par Niepce de sa technique de l'héliographie. Un repère très simple quand on parle de sténopée, et ça généralement avec des scientifiques, il faut reposer absolument tout de suite la définition. Il n'y a pas d'apparition dans la littérature technique du terme de sténopée avant 1892, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, pour des raisons techniques et photographiques extrêmement précises. Un autre repère consistera à aller voir du côté des travaux qui ont été faits d'un livre d'un monsieur qui s'appelait Léon Rouillet, qui était photographe et militaire, et qui a apporté quelque chose d'assez particulier dans la pensée de cette photographie sans objectif et de ces sténopées. Et enfin, il y a un autre repère extrêmement important, vers 1985 aux États-Unis, mais aussi en Europe, mais ça s'est surtout développé aux États-Unis. Il y a eu la création d'une association avec ensuite la parution d'un journal jusqu'en 2006 qui a fait se rencontrer voilà, l'ensemble de tous les photographes, hommes et femmes qui travaillaient avec cette technique dite de sténopée, donc pinhole en anglais. Voilà, donc deux images qui vous donnent un petit peu une idée des toutes premières photographies réalisées avec ce système optique, donc diffractif. Au départ, la grande surprise de ces photographes, c'est que ils acceptent de ne rien voir puisque en fait les ouvertures sont extrêmement petites. C'est l'équivalent de diaphragme extrêmement fermé. Donc à gauche nous avons une version enfin une image qui date de 1885 en France et qui sera une des toutes premières à démontrer le bien fondé de l'usage de cette technique en lieu et place d'un système de verre en verre. Oui, réfractif. Et à droite, pardon, une image qui est publiée en Angleterre comme étant une image artistique. Donc en fait,
voilà. Donc, 1re partie, une histoire sans histoire. Pourquoi? Ben, tout simplement, j'arrive à cette idée que lorsqu'on demande ce que c'est que ce système optique, très souvent, on se retrouve à parler de la camera obscura et en parlant de cette histoire-là, on oublie juste que, en termes d'usage, en termes de contexte, il est absolument pas possible d'envisager qu'Aristote, Léonard de Vinci ou Alhazen, aient pu, utiliser ce type d'optique, sauf à un moment probablement pour faire des observations liées à la théorie de la lumière et de la vision, mais certainement pas pour voir des images et les dessiner, hein. Et en tout cas, si on parle de sténopée, c'est ce qui va se passer. On va parler dans le système de l'optique géométrique. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas compétent pour aller plus loin, mais seulement ce qui m'a toujours intrigué, c'est ce rapport de l'objet à l'image, ce rapport stigmatique qui est effectivement assez facile à remettre en question dès lors que on comprend que ces systèmes optiques diffractifs, ils concernent évidemment des théories liées à l'interférence. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, c'est ce que j'ai approché comme notion. Euh, un autre point, donc, puisqu'il va être question de relier l'histoire à l'expérimentation, en termes d'histoire, dans les années 90, un professeur allemand qui s'appelait Werner Neckes a fait une grande exposition sur un thème qui allait de la caméra obscura jusqu'au film. Et il a publié une gravure sur bois extrêmement intéressante, mais sauf que en fait, il s'est évidemment trompé, mais c'est cette erreur, en fait, il a attribué cette gravure à un scientifique qui s'appelait Roger Bacon du XIIIe siècle et en fait, à la suite de cette erreur, dans le catalogue de l'exposition, énormément d'historiennes et d'historiens vont reprendre cette gravure comme étant à l'origine de cette question des caméras obscura ou des sténopées. Et je dois aussi à Lucas et à Laura de m'avoir donné l'occasion de trouver une copie en PDF du livre original. Évidemment, on n'est pas au XIIIe siècle, mais on est au début du XVIIIe siècle, ce qui va changer énormément de paramètres pour pouvoir aborder cette histoire. Seulement, cette histoire continue d'être colportée comme étant très très ancienne, et à ce titre-là, il y a des éléments qui méritent évidemment d'être repensés. Sur la droite, il y a évidemment, par rapport à l'image que l'on avait vue tout à l'heure, je vais revenir peut-être un petit peu vite. Attendez, j'allume, voilà, ici. Euh, cette image, en fait, pour qu'elle puisse être observée, elle a le diamètre de l'ouverture est d'à peu près 3 mm 5, 4 mm. Effectivement, à ce prix-là, on a une formation d'image dans tout l'espace, sur toutes les surfaces qui vont accueillir de la lumière. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas encore dans un système sténopéique, puisque un sténopée c'est un système qui va produire des images à partir du moment où l'orifice de passage de la lumière va être égal ou surtout très inférieur à 1 millimètre. Je vais faire un petit passage également, sauf que ça, non, voilà. Je vais faire un petit passage également sur ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai eu la grande chance au début des années 80 d'avoir accès à un fonds de photographie ancienne à l'École des Beaux-Arts de Paris. C'est le fonds Laune-Richer, avec un photographe qui a travaillé pour la médecine, pour la science. Avant le cinéma, on est en 1891 et c'est une machine assez passionnante puisque en fait, elle contient 12 objectifs qui sont presque pareils, euh, et 12 obturateurs qui permettaient de faire avec un système de réglage électrique des séquences. Donc, on est dans une période pré-cinématographique, mais l'usage de cette machine a aussi perduré au-delà de la période pré-cinématographique et cinématographique. Et donc, nous voyons à droite un exemple c'est Jean-Baptiste Charcot, un explorateur, capitaine du Pourquoi pas, voilà, qui se prête à la salpêtrière, à des exercices de sport. Le corps à l'époque est vraiment le grand sujet d'étude. Donc, sténopées d'un côté qui m'ont intéressé parce que il fallait que je croie au fait que c'était bien à l'origine de la photographie, hein, comme les livres de technique et les livres d'histoire le disaient, et puis les points de vue multiples qui m'ont toujours fasciné. Et donc je suis parti parce que c'était dans une formation de photographe, hein, à l'école Louis Lumière, et donc je me suis dit je vais réfléchir à cette question des origines
pour pouvoir m'inscrire en tant que photographe, dans la compréhension de ces phénomènes. Qu'est-ce que c'est que ce sténopé dont tout le monde parle et que l'on retrouve dans absolument quasiment tous les premiers chapitres de littérature technique? Et donc là, j'ai décidé de partir, un peu à l'aventure avec 27 films, format 6:6, qui allaient en termes d'ISO, enfin à l'époque c'était des ASA, DIN, 25 à 3200 ASA. Et j'ai donc essayé de faire une étude comparative entre l'objectif de la machine qui était de 80 millimètres et puis ces sténopés pour essayer de voir s'il était possible de comparer la qualité respective de ces deux systèmes optiques, puisque le sténopé a toujours été posé des questions sur la notion de netteté ou la notion de flou. Et c'est ça qui est absolument intéressant. En fait, à la limite, aujourd'hui, aujourd'hui, probablement que tout ça va évoluer, mais on est plutôt dans une idée de penser que on est sur une zone médiane entre le flou et le net, tel que les systèmes optiques de verre, par exemple, le proposent. Et puis, il y a une bifurcation, c'est-à-dire que l'expérience faisait que dans l'argentique, il fallait que je savais que j'allais attendre un mois et demi pour pouvoir développer les pellicules. J'ai donc exploré quelque chose à partir de ce qui m'intéressait aussi à ce moment-là, c'est-à-dire la possibilité de générer des systèmes optiques pluriels avec plusieurs sténopés, et évidemment en étant très très intéressé par la vision des insectes. Et surtout dans ce milieu des années 80, il y avait énormément de discussions qui se faisaient autour du cinéma Omnimax, du fait de réfléchir à de la photographie intégrale et des grandes surfaces de projection d'images. Donc le système était celui-ci, un appareil assez conventionnel, 6 avec des platines avec un objectif, donc pardon, avec deux sténopés, un qui permettait de voir, l'autre d'enregistrer, et puis le montage sur une demi-balle de ping-pong qui était poncée et polie et peinte de perçage de sténopés pluriel, de manière à obtenir quelque chose qui était de cet ordre-là, une espèce de fouillis visuel. Mais le fouillis visuel, pour moi, compensait le fait que je n'arrivais pas à contrôler entièrement cette expérience sur les 27 films. Et puis voilà, c'était aussi l'idée de voir sur le verre dépoli une animation absolument incroyable qui était, dans le cadre de cette prise de vue, la disparition toute simple a priori de la fleur et un magma comme ça visuel. J'ai repris l'expérience dans les années 90 au Champ de Mars. C'était dans le cadre d'un projet d'exposition, donc Tour Eiffel à droite de nuit, et voilà des végétaux qui se sont retrouvés photographiés avec un point de vue et 33 points de vue, qui était donc ce petit montage. J'ai eu aussi la grande chance dans les années 80 au milieu, c'est de participer à cette grande aventure internationale des sténopéistes, Pinhole Journal entre autres, dont je parlais tout à l'heure. Eric Renner et Nancy Spencer ont été vraiment les pionniers et pionnières de ce projet, en souhaitant vraiment rassembler l'ensemble des photographes, hommes et femmes qui travaillaient avec cette technique-là. Dans cette revue, c'est assez intéressant, il y avait énormément de conseils qui étaient donnés, des interventions également de scientifiques. Là, ici, un télescope sténopéique, entre autres, des images que j'avais produites qui étaient publiées. Et puis, pour revenir à cette question de sténopée, il y avait énormément de discussions, des forums, l'équivalent de Discord, mais version sans Internet, avec du fax, avec des courriers et du téléphone, et rien que ça, et des publications. Et en fait, la grande discussion, c'était existe-t-il des sténopés supérieurs aux autres en termes de qualité? À droite, mon ami Dominique Strobant, qui est à la fois sculpteur et photographe, s'était fait fabriquer un sténopé de 0,178 millimètres par électroérosion, et il avait obtenu de Leica la possibilité de le breveter sur des Leica M4. 1907, comme je le disais tout à l'heure, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que ce photographe militaire va faire une étude des sténopés et il va proposer à gauche, enfin, si on regarde les deux petites images, pardon, à gauche, une image qui serait le cintrage idéal pour avoir une netteté absolue, et l'image qui est juste à sa droite, donc celle-ci, je n'ai pas la main sur la souris. Et c'est pas grave, et le cintrage d'égale pose, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que jusqu'à présent, toutes les images qui étaient obtenues avec des systèmes optiques diffractifs de ce genre-là n'étaient considérées que sur le fait que les images étaient dans le fond
de la machine, alors que selon les travaux d'un Léon Rouillet et d'autres, on commence à penser à ce que l'image soit une image volumique. Et là, ça devient intéressant pour savoir à quel endroit l'image est de meilleure qualité, si qualité supérieure il doit y avoir. Et d'autre part, quand on a une image qui est plane, qui intercepte ces volumes lumineux, on peut se poser la question de savoir, voilà, est-ce que l'on a effectivement une pose égale à certains endroits, est-ce que l'on a de la netteté égale à certains endroits, etc., etc. Voilà, donc en deuxième partie, c'était la part et la place des photographes et là, on va arriver, à l'idée de réfléchir, enfin je vais proposer de réfléchir à cette idée de pouvoir se fabriquer, ses propres appareils et ce que ça induit. Au moment où je travaillais sur ces recherches, l'histoire a pris une part très importante, l'histoire documentaire, l'histoire des techniques et entre l'appropriation et la recherche, d'angles morts qu'il y avait dans ces histoires techniques, voilà, c'est situé un territoire sur lequel j'ai vraiment eu envie de travailler. Donc j'ai pas mal réuni de documents, dont celui, qui est sur la gauche, qui est de 1926, où on s'est posé la question de ce que serait une photographie intégrale et puis un certain nombre de livres de référence avec un intrus, mais qui m'intéresse au niveau de la forme, c'est le fameux manuel d'Odin que Lucas m'a communiqué. Voilà, et pour arriver à cette machine, qui est une machine sténopéique, les demi-sphères font à peu près 15 centimètres de diamètre. Il y avait 71 sténopées par face et il y avait un châssis double de plan film qui était au cœur du bâti et qui permettait de photographier soit chacune des faces, enfin chacune des images, enfin de la lumière émanant de chaque demi-sphère, soit en ouvrant le châssis en deux, pardon, en ouvrant la cloison qui séparait les deux plans films, d'avoir de la lumière qui venait des deux espaces. Voilà, ce qui donne, ça c'est une autre version de la machine. Euh, voilà, et ça donnait ce type de résultat, c'est-à-dire que ces deux images correspondent à deux plans films qui étaient quasiment dos à dos et qui partagent une part de lumière d'une face et de l'autre. Alors, ça devrait marcher, voilà. Ensuite, l'idée a consisté à essayer de voir comment la machine, sans photographe, puisque le photographe était exclu de la visée, comment la machine pouvait fonctionner. Donc, ce que j'essaye de raconter là, en fait, c'est la découverte d'un mode d'emploi d'une machine qui est imaginée et fabriquée, mais dont je ne connais absolument pas le fonctionnement. Et donc la découverte se fait à ce titre-là. Donc les images que vous voyez pareil par paire fonctionnent avec des plans films qui sont dos à dos. Et donc on a les tracements comme ça de, de la course du soleil pendant ce système de pendule. Voilà. Pour arriver à la troisième partie qui est en fait le travail, le travail commun qui a été mis en place avec Lucas à partir du moment où nous sommes rencontrés, qu'il y a eu pas mal d'échanges autour de cette question de voir, de la place du photographe et de ses sténopés. Il y a eu un travail de co-construction, un travail commun. Et en fait, très vite, l'idée que j'avais à l'origine, c'était d'essayer de remplacer les plans films argentiques par des capteurs numériques. Sauf que dans les années 90, 2000, c'était une technologie qui n'était pas accessible, enfin, qui n'était pas accessible pour moi, et financièrement et technologiquement, j'avais pas les compétences. Et il s'est fait que je crois que j'ai un peu convaincu Lucas de rentrer dans l'aventure et d'y participer au point que ce travail est vraiment un travail commun. Et finalement, les sténopés ont presque laissé place à un autre système diffractif qui s'appelle les zones plates, et non pas les zones plates, effectivement, je crois que ça s'appelle aussi des réseaux zonés ou les réseaux SORAY, ou des zones de Fresnel. Et là, je m'arrête au niveau je m'arrête juste au niveau de la destination parce que je suis vraiment ceinture blanche au niveau de la physique et de l'optique. Mais je suis fasciné par ces systèmes-là. Et donc, pas mal de documentation, des recherches. Lucas en a fait de son côté. Moi, j'ai essayé de récupérer dans Pinot le journal tout ce que je trouvais comme documentation. Ça, c'est un document que Lucas m'a confié, voilà, sur des possibilités aussi de penser d'autres systèmes diffractifs. Des images étaient tout à fait possibles avec des bouchons de boîtier sur des appareils photo numériques. Une comparaison ici d'un sténopé à gauche et d'une zone plate
à droite, comparaison des résultats d'imagerie fait dans Pinhole Journal, toujours dans les années 80, à la fin des années 1980, oui, 1980. Commercialisation de ces systèmes optiques, donc si c'est des montages de photos faites avec un APN, un full format, de manière voilà, à pouvoir essayer de voir la qualité propre à ces images. J'ai fait un montage dédoublé que j'ai inversé. Et puis évidemment, la notion du point de vue multiple m'a toujours intéressé. Donc je suis parti sur des expérimentations voilà, de multiplication des zone plates. Lucas a produit, en plus de la réflexion et de ses idées, de tout le système de schéma et de montage et de fabrication aussi également de pièces. On était en relation avec donc trois capteurs qui pouvaient évoluer dans un projet de machine sphérique. Je vais passer un petit peu techniquement. Commande aussi, réalisation par Lucas de zone plate qui ont été réalisées sur des films pour microlithographie, si je me trompe pas. Visualisation de ce que cela donne, évidemment autrement que sur un capteur, mais sur des formats un peu plus grands, un peu plus conséquents comme des calques. Et puis ça a été la grande discussion et Lucas a été dans cette affaire-là vraiment porteur de projet, puisqu'en fait, on s'est intéressé au fait que il était possible d'enregistrer à la fois ce qui se passait dans la machine depuis l'extérieur, mais aussi de voir ce qui se passait dans la machine, sur la mobilité de la lumière et des images qui pouvaient se former. Et donc, idée géniale de Lucas, c'était de penser à une sphère qui pouvait incorporer les capteurs et sur laquelle on pouvait voir les images se former. Donc, nous en sommes actuellement à un plan de prototype, hein. J'arrive à 20 minutes. On en est ici à un système de prototypage et on est en train de rechercher les motifs et les sujets les plus intéressants pour pouvoir aller au-delà de ce que on pense de cette machine, hein, puisque je le disais, c'est aussi la recherche d'un mode d'emploi. Tout ce travail qui se fait entre l'histoire et la technique. Là, c'est exactement un peu pareil. Et donc, en fait, ça va nous amener, enfin, ça va m'amener à clore un peu cette intervention. J'ai dépassé d'une minute. Évidemment, la précision n'est pas encore tout à fait au rendez-vous, mais ça marche. La machine en est là actuellement avec des pièces aussi qui ont été imprimées en 3D par Lucas. Et puis, bon, si j'arrive à une forme de conclusion, l'idée c'est que je suis parti à la fin des années 80 en argentique avec une technologie de système diffractif qui était des sténopées. Et puis, petit à petit, l'idée de changer complètement de système optique s'est imposée et les zone plates ont vraiment fait leur travail. Ce qui est fascinant, c'est que là, cette dernière machine, c'est une machine dans laquelle il y a beaucoup de lumière et c'est presque un paradoxe de se dire qu'on travaille toujours dans des conditions de surlumination. Donc l'idée, ça va être aussi de rechercher des motifs et des sujets contrastés. Et voilà, et l'aventure continue. Voilà. Je vous remercie. J'ai terminé. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Denis. Je vais me permettre d'intervenir 30 secondes, puisque vous l'aurez compris, c'est un projet qu'on mène ensemble et qui est très éloigné des préoccupations astronomiques pour lesquelles vous me connaissez, mais je n'ai jamais dit que cette table ronde parlait d'optique astronomique. Le mot est absent des annonces. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est la transition du sténopé à la zone plate qui produit une multiplication assez énorme de la quantité de lumière qui entre dans les appareils et ça couplé au fait qu'on a cherché une multiplication des points de vue passant des 142 de la machine des années 90 que Denis vous a présenté à 769 il me semble dans la nouvelle version fait que en tentant d'acquérir plus d'informations, on se retrouve avec un rapport signal-bruit absolument déplorable, puisque la machine est un volume de lumière quasi totalement éclairé. Donc,
À l'inverse de nos pratiques habituelles, il s'agit ici de suivre en tout cas pour ma part, des instincts de dispositifs optiques et d'ensuite trouver ce qu'ils racontent et ce qu'ils sont capables de regarder ou de nous faire penser. Donc, c'est d'abord une machine à idées avant d'être une machine à images, si j'ose dire. Mais je vais rendre la parole avec ma voix qui devient petit à petit rauque aux personnes souhaitant poser des questions. Alors, on n'a pas de question, mais Barbidule soulève que la projection des images sur une sphère, donc j'imagine la sphère interne blanche, était une bonne idée. Je confirme. Ah, alors ça, question très intéressante. Est-ce qu'en astro, ça pourrait marcher? Et peut-être que après la réponse de Denis, d'autres parmi vous pourraient aussi répondre à cette question. Je n'en ai aucune idée, de mon point de vue, puisque je suis, un astronome amateur, voilà. Ce qui m'avait fait réfléchir aussi à cette question de multiplicité, c'est l'image que j'ai montrée tout à l'heure d'un projet de télescope qui travaillait dans les rayons X et rayons gamma, je crois. Mais encore une fois, je suis ultra prudent en parlant de ça parce que je ne suis pas spécialiste. Mais il s'agissait de dessiner des ouvertures sous forme de trame, comme un encodage, enfin, et ensuite de voir comment décoder pour obtenir de l'image. Je crois qu'il y avait effectivement un enregistrement qui avait été assez intéressant et qui avait fait parler de lui. Mais voilà, c'était un masque qui était perforé avec un système encodé d'ouverture, qui a d'ailleurs été exposé. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire. J'ai pas d'autres éléments à apporter, mais s'il y a des idées à partager, c'est formidable.